J'appellerai Mme Laïla Lesbeth à se joindre à nous. Alors, femme de cœur et de conviction, Laïla Lesbeth est arrivée au Québec en octobre 2001 parce qu'en Algérie, dans son pays d'origine, ce n'était plus possible pour elle et sa famille de vivre. Après avoir fait des études à Alger pour devenir enseignante, elle y enseignera de 70 jusqu'à son départ pour le Québec, période durant laquelle elle occupera également pour une courte période un poste de directrice adjointe d'une école primaire. En 2001, lorsqu'elle est militante féministe engagée depuis longtemps, elle voit son nom affiché dans des mosquées en Algérie, invitant les fidèles à l'assassiner, parce qu'elle a organisé des manifestations contre le pouvoir, notamment la marche du 8 mars. Elle doit quitter en urgence son pays natal avec sa famille. À son arrivée ici, sa reconnaissance d'équivalence lui permettra d'alterner entre un poste d'éducatrice, puis enseignante et éducatrice spécialisée, statut qu'elle a occupé encore jusqu'à il y a quelques mois. Les menaces de son pays d'origine n'auront pas réussi à stopper son militantisme féministe ni sa lutte pour la laïcité. Au Québec, elle s'est d'abord jointe à la Fédération des femmes du Québec, puis constatant la désolante position que cette fédération prend à l'égard du port du voile, elle quitte et cofonde PDF Québec. Elle participera à de nombreuses entrevues, écrira des articles sur la laïcité. Elle sera d'ailleurs la présidente de PDF en 2020-2021, PDF étant pour le droit des femmes du Québec. Je cède donc la parole à notre présidente d'honneur du Salon du Livre sur la laïcité, Mme Laïla Lesbeth. Bonjour et merci. Alors, je vais m'en tenir à mon discours pour ne pas dépasser en fait le... Okay. D'accord. Merci beaucoup Lise pour cette présentation. Bonjour. Je tiens à remercier le mouvement laïque québécois pour cette excellente initiative, la création du premier salon du livre de la laïcité. Ce colloque est le fruit de la réflexion d'organisatrices et d'organisateurs auxquels plusieurs personnalités ont répondu positivement. Merci. Et c'est pour moi un honneur de présider à ce premier salon du livre, à qui je souhaite une très longue vie. Avant de commencer mon allocution, j'ai 4 points à souligner. Je veux rendre hommage à celles et à ceux qui nous ont quittés et qui ont tant donné à la laïcité et aux droits des femmes. Je veux parler de Diane Guilbeault, Yolande Géda, Bernard Larivière et récemment Yves Laframboise. Je rends aussi hommage à notre président d'honneur, M. Guy Rocher, qui a su, durant toute sa vie, être la sentinelle, le phare éclairant le cheminement de l'identité québécoise et bien entendu de la laïcité. Je remercie le ministre responsable de la laïcité, M. Jean-François Roberge, d'avoir été avec nous. Merci aux panélistes pour leur contribution à ce colloque et pour le premier salon du livre de la laïcité. Depuis plusieurs décennies, le Québec n'a cessé de promouvoir la séparation du politique et du religieux à travers différents médias. C'est par l'écrit, le livre, comme vecteur essentiel que se fait la transmission de ce colossal travail de réflexion sur la déconfessionnalisation du système éducatif et juridique qui a permis une égalité de fait dans ces 2 domaines, dans piliers de toute société égalitaire et démocratique. Ce premier salon du livre de la laïcité est le témoignage de femmes et d'hommes résolument engagés pour tracer le cadre de référence approprié afin que toute citoyenne et tout citoyen respectueux et respectueuse du devenir commun participe à son développement et à la préservation de l'harmonie sociétale. En ce qui a trait au programme de ce colloque, nous nous devons de lui accorder une attention soutenue pour que tous les mécanismes qui constituent le cadre de référence de la laïcité soient à la portée de toutes et de tous et permettent à chacun et à chacune d'y trouver son cheminement dans le projet de société du Québec. Pas moins d'une dizaine de thèmes seront présentés par les différents intervenants qui feront le point sur l'éducation à la laïcité comme une nécessité démocratique
et comment l'enseigner et la promouvoir au Québec. À présent, ma contribution. Mon propos portera sur la laïcité et l'école, en passant en revue quelques axes de réflexion, soit l'école qui détermine une partie de l'avenir de la nation, l'école comme lieu de croisement, d'agrégation et de confluence. Des contraintes apparues et qui doivent être effacées, les actions contre les intégrismes, et enfin, la neutralité de l'État, seule posture institutionnelle qui permet de garantir cette liberté et cette égalité entre les citoyens et les citoyennes. Donc mon exposé, aussi partiel soit-il, est celui de mon vécu au Québec et de mon expérience dans les écoles québécoises depuis plus de 20 ans. L'école détermine une partie de l'avenir de la nation. L'école est et doit être au centre de la vie de toute citoyenne et de tout citoyen en devenir. C'est l'impératif passage pour apprendre à côtoyer l'autre que bien souvent aujourd'hui, nous ne connaissons pas, non par des intérêts, mais à cause de ces multiples événements qui traversent notre monde et qui bousculent nos vies. Souvent, dans cet ancêtre du savoir et de la connaissance qu'est l'école, nous pénétrons avec des pleurs, exprimant nos incertitudes et nos appréhensions de l'inconnu, et nous la quittons avec les mêmes larmes, car nous y laissons une grande partie de notre vie, certainement la plus importante, puisqu'elle nous fait cheminer vers des prises de décision qui détermineront notre avenir. Ne dit-on pas que l'école est la deuxième famille? L'école accueille tous les enfants, sans distinction biologique, culturelle, philosophique et sociale. L'école, c'est ce long pont, ce très long pont, qui nous apprend à aller de notre enfance vers notre accomplissement, en nous permettant de réaliser patiemment quelques-uns de nos rêves, d'entrevoir notre avenir et d'en tracer les contours. Le cœur de cette institution, c'est l'enfant, et son objectif est de faire émerger le citoyen et la citoyenne libre, responsable, respectueux des règles qui régissent la société dans laquelle il et elle évoluent, et que nous avons choisi d'édifier et de promouvoir. L'école, lieu de carrefour d'agrégation et de confluence. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, l'école est par essence le milieu où se croisent et se côtoient des enfants de toutes origines, avec des cultures, des croyances et des langues différentes. Une véritable tour de Babel. L'école forme et continuera de former la citoyenne et le citoyen de demain dans cette société québécoise qui est la nôtre et dont nous assumons la diversité dans laquelle s'additionnent les différentes cultures, dans le respect des règles communes que nous avons choisies en optant pour une laïcité québécoise avec ses imperfections, certes, mais grâce à un consensus acceptable et consenti par une large majorité de la société québécoise. Ce socle minimal est nécessaire, voire indispensable, pour un vivre ensemble harmonieux et respectueux du contrat social qui nous unit dans une société démocratique comme celle de notre pays, le Québec. Cette institution a l'impératif et le devoir de permettre à chaque enfant de vivre libre de toute contrainte familiale et ou communautariste qui menace son épanouissement. Ainsi, l'école garantit des chances égales à tous ses citoyennes et à toutes ses citoyens en devenir. Des contraintes ont apparu, doivent être effacées, comme le mélange de l'éthique sociale et la religiosité. Il faut saluer le retrait courageux du cours éthique et culture religieuse, qui, loin de permettre la mixité des cultures, a dressé des murs communautaristes où la religiosité a occupé une place prépondérante et agissante durant plus d'une décennie. Durant ces 15 longues années consécutives, ce cours tant décrié et avec raison a été le facteur de division, avec des conséquences dommageables pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le cours ECR insistait plus sur la religion comme mode de vie impératif, délaissant volontairement ou par ignorance l'aspect spirituel. Ce cours fut surtout dommageable pour l'égalité entre les femmes et les hommes
donc entre les filles et les garçons, principe enchâssé dans notre législation. Les tabous ont la vie dure. J'ai personnellement vécu l'enseignement de cours ECR et je peux témoigner que j'ai dû, à maintes reprises, intervenir auprès de certains élèves du primaire pour leur faire admettre que toucher une photocopie sur laquelle figurait un crucifix ou une étoile de David ne constitue aucunement un blasphème et une offense aux croyances de leurs parents. Que s'asseoir à côté d'une fille ne peut être comparé à partager son espace avec le diable. Que visiter une église ou une synagogue ne constitue pas un péché. Et les exemples sont nombreux. Combien de fois dû-je corriger et expliquer aux enfants que toutes les illustrations des textes représentant des femmes musulmanes avec le voile sont une interprétation multiculturaliste et communautariste de l'islam qui n'exige aucunement cet étendard politique et non religieux. J'ai dû aussi expliquer que même dans les pays musulmans, le calendrier établissant les dates d'examen ne prenait pas en considération le mois du jeûne. Combien de fois dû-je expliquer à certains parents que tous les enfants québécois ne sont pas des drogués, que le problème existe dans tous les pays, y compris les pays musulmans, avec comme seule différence que certains pays ont choisi de s'attaquer frontalement à ce fléau, alors que d'autres ont préféré le mettre sous le boisseau. Je n'oublierai jamais ce frère plus jeune que sa sœur, qui surveillait ses faits et gestes, menaçant d'informer ses parents. Nous dûmes protéger constamment la fillette. Nous avions le cœur brisé lorsqu'elle quitta l'école pour retourner dans le pays de naissance de ses parents. Certains garçons du primaire se permettaient de me demander si je pratiquais le mois du Ramadan, parce que j'arrivais maquillée à l'école. Vous comprendrez que moi, Leïla Elsbeth, je prenais sur moi de répondre ouvertement et sans détour à ces problématiques. Mais aucune collègue québécoise de souche, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, ne pouvait le dire sans que certains parents et même certains élèves ne manifestent leur réprobation. Et les exemples sont nombreux. L'histoire nous a appris malheureusement que les religions sont un facteur de division qui promeut la suprématie de l'homme sur la femme. L'homme est acteur, la femme est le sujet. L'homme ordonne, la femme acquiesce. Il nous faut agir contre les intégrismes. L'école est l'institution qui a pour mission de former des citoyennes et des citoyens responsables dans l'égalité des sexes, enchâssée dans nos lois, ne peut et ne saurait être remise en question à travers des considérations culturelles et cultuelles. Aujourd'hui encore, nous devons rester très vigilants, car les intégrismes ne s'avouent jamais vaincus. Je le sais, je l'ai vu, je l'ai vécu et je l'ai subi. L'intégrisme se nourrit de notre ouverture et de notre posture bienveillante. Il se nourrit aussi de notre tolérance sans limite. Toutes ces facilitations accordant des accommodements spécifiques à leurs croyances ne sont que faiblesses à ses yeux. Aujourd'hui, il est difficile de parler d'intégration quand certaines personnes qui choisissent librement de vivre au Québec décident de combattre notre langue, notre culture, nos lois égalitaires, conséquences consensuelles qui ont fait sortir le Québec de la noirceur imposée par une religion pervertie au profit du pouvoir ecclésiastique. Aujourd'hui, au nom de la diversité, nous ne pouvons admettre que d'autres croyances religieuses ou culturelles viennent remettre en question cette égalité homme-femme que nous avons mis des décennies à édifier. Seule la neutralité de l'État permet de garantir cette liberté d'être. Non, les humains ne sont pas tous égaux. Il y a ceux et celles qui se nourrissent d'amour, de bonté, de générosité. Il y a ceux et celles qui se nourrissent de haine, de violence et d'intolérance. Non, nous ne sommes pas des Kerbs, nous ne sommes pas des Qabrab, nous sommes des Québécois et des Québécoises, imparfaits, certes, et heureusement, car c'est ce qui nous permet de rester toujours ouverts à l'amélioration et au progrès. Il est impératif
que la protection communautariste ne devienne jamais l'alibi de l'intégrisme et du fondamentalisme religieux. Seule la neutralité de l'État a pour objectif de garantir cette liberté à toutes les citoyennes et à tous les citoyens. Cette délicate mission incombe à l'école québécoise, fragilisée et déstabilisée par 15 années de cours ECR. Malheureusement, le mal est fait, et ce sont les femmes qui sont encore et toujours les grandes perdantes. Elles sont utilisées par le patriarcat comme bouclier, en les qualifiant de victimes du racisme et d'islamophobie, deux termes devenus synonymes de bâillons. Vous le savez autant, si ce n'est plus que moi, qu'il est difficile de faire admettre que la laïcité, c'est d'abord l'affirmation de la liberté individuelle et de la liberté de conscience. Elle ne bannit pas les religions, elle les tient à distance du politique, qui les utilise bien trop souvent en période électorale. Oui, je suis inquiète, car durant ces 23 années vécues au Québec, depuis les accommodements déraisonnables, j'ai le sentiment d'un déjà-vu, d'un déjà vécu. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à ce nouvel ennemi bien redoutable que sont les réseaux sociaux. Hier, ils embrigadaient nos jeunes au nom de Dieu. Aujourd'hui, ils sont devenus le puissant relais pour convertir nos jeunes à l'intégrisme religieux et au masculinisme. Des idéologies mortifères qui entrent dans nos foyers et s'accaparent de l'esprit de nos enfants, les filles surtout, pour plus de visibilité. Cependant, nous sommes tenus à l'optimisme. Je terminerai aussi sur une note plus positive. Oui, car il y en a une. Restez fièrement debout et en transmettant les valeurs humanistes et en plantant chaque jour une graine de la laïcité que nous devons protéger et vulgariser, en l'expliquant inlassablement que la laïcité n'est pas synonyme de repli sur soi. La laïcité, c'est jouir sans contrainte des libertés offertes à toutes et à tous. Quelques suggestions. Le cours ECR mis hors état de nuire ne doit surtout pas revenir sous couvert de conférences animées par des personnes externes aux établissements pour parler de leurs croyances. Oui, cela se passe dans certaines écoles secondaires du Québec. Notre vigilance ne doit jamais baisser, car les détracteurs de la laïcité sont nombreux et tenaces. Ils sont beaucoup plus à l'extérieur de l'école aujourd'hui qu'en son sein. Aussi, comme troisième suggestion, j'invite à la réflexion et à la mise en œuvre d'une formation sociale en direction de toutes les Québécoises et de tous les Québécois, et plus spécifiquement pour celles et ceux qui, d'origines diverses, ne comprennent que partiellement sa culture, son histoire et son identité. C'est en étant maîtres chez nous que nous pourrons mener à terme notre projet social. Mais avant de clore mon allocution, je me permets une petite digression. Je suis une femme issue de culture et de tradition musulmane. Et je suis avant tout une féministe. Et en tant que telle, je me permets de rajouter quelques mots pour dénoncer le détournement de sens de cet emblème politique qu'est le voile islamique. Qui aurait cru qu'un jour, en Occident, des femmes libérées de la vingtite religieuse bénéficiant des lois égalitaires oseraient célébrer la journée du voile, oubliant le poids des crimes odieux commis sur le corps des femmes qui refusent de l'arborer. Dans certains pays dits musulmans, des femmes sont à ce jour vendues, défigurées, tuées, violées et poussées au suicide. Et en la matière, l'Afghanistan bat le record. Aujourd'hui, les femmes afghanes sont sommées de porter des chaussures silencieuses pour s'effacer davantage et ne pas perturber ce mal contrôlant et incontrôlable. Aujourd'hui, à Québec, je souhaite que nous ayons une pensée pour toutes celles qui, à travers la planète, sont emprisonnées dans des geôles pour avoir osé évoquer les mots vie,
liberté et laïcité. Je vous remercie de votre attention. Merci Leïla.